Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 et nous allons parler du lobby israélien aux États-Unis. Salut les infocrates, donc aujourd'hui on va parler du lobby israélien aux États-Unis qui est un des lobbies les plus importants et qui a le plus d'influence. C'est surtout le lobby qui est en fait le plus riche et qui finance le plus en fait la vie politique américaine. Et c'est celui aussi qui a donc la plus grande influence sur la politique étrangère américaine. Et c'est sous l'influence de cette organisation que les grands présidents américains décident de la politique, notamment au Moyen-Orient, et de leurs relations avec le pays qui est Israël. Alors, l'AIPAC, c'est donc une grande association juive qui est domiciliée aux États-Unis. C'est une association américaine. C'est une association qui bénéficie d'un financement extraordinaire qui se chiffre à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros par an, qui est en fait l'association du lobby israélien, c'est-à-dire que c'est une association qui promeut les intérêts d'Israël aux États-Unis. Alors, quels sont ces intérêts, les intérêts d'Israël? Alors, il faut savoir que Israël, si on se rappelle, c'est un territoire qui a été donné à la population juive européenne à la suite de la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle tous de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle, en Allemagne notamment, mais en fait globalement dans toute l'Europe, les Juifs ont subi un génocide. C'est à la suite de ce génocide que globalement les grands dirigeants ont décidé de donner un territoire aux Juifs européens et ils ont décidé d'installer ce territoire au Moyen-Orient dans l'ancien territoire d'Israël qui était nommé comme tel dans notamment la Torah. Donc le territoire qui se trouve autour de Jérusalem, Tel Aviv. Mais le problème, c'est que ce territoire n'appartenait pas à cette population-là juive d'Europe. Et sur ce territoire vivaient déjà un certain nombre de populations qui sont en fait les populations palestiniennes. Et c'est un acte fondateur ici d'un conflit qui s'est globalisé et qui est devenu aujourd'hui un conflit majeur dans la politique internationale. Et donc, dans ce contexte actuel, l'intérêt d'Israël aujourd'hui, en fait, c'est de conquérir les territoires qui sont autour du territoire initial donné par les Européens. Autour d'Israël, de l'actuel Israël, vous trouvez quoi? Vous trouvez la bande de Gaza au sud, vous trouvez l'Égypte au sud, vous trouvez au nord la Syrie, l'Irak, l'Iran, et vous trouvez à l'est l'Arabie Saoudite. Bon. Et les intérêts d'Israël, c'est de conquérir toute une partie de ces territoires-là, des territoires que je viens de citer, pour obtenir à la fin ce qu'ils appellent le Grand Israël. C'est le territoire qui, selon eux, leur a été promis par leur Dieu dans la Torah. Et donc, ils ne sont pas satisfaits de l'actuelle carte d'Israël, du territoire qui leur a été donné au départ. Donc on parle d'un pays qui cherche à s'étendre et à annexer le territoire d'autres pays frontaliers. Et notamment, Israël procède à la colonisation d'un certain nombre d'endroits, notamment à Gaza et en Cisjordanie. Et ils procèdent à la colonisation. Comment le font-ils? En envoyant des personnes israéliennes voler les maisons des personnes qui habitent en Cisjordanie, etc., etc. On sait que depuis une quinzaine d'années, Israël procède à une colonisation avérée en Cisjordanie. Ça a été dénoncé par l'ONU, c'est dénoncé par les médias, c'est dénoncé par les ONG. Et on sait qu'Israël a pour vocation à continuer ce processus de colonisation dans tous les autres pays frontaliers, notamment, par exemple, sur le plateau du Golan en Syrie, mais pas seulement. Ils veulent aussi conquérir le Liban, au nord, une partie de l'Égypte, la bande de Gaza, une partie de l'Arabie Saoudite, une partie de l'Iran, une partie de l'Irak. Donc ça, c'est les velléités du gouvernement israélien. Et donc, pour réussir à faire ça, Israël a la stratégie d'envahir la politique américaine qui est
les États-Unis le pays le plus puissant du monde, pour que tout le monde obéisse aux États-Unis, c'est-à-dire à Israël derrière. Ça, c'est une stratégie israélienne. Et comment s'y prennent-ils pour envahir la politique américaine? Eh bien, ils ont créé cette association qui s'appelle l'AIPAC, qui est une des associations les plus riches des États-Unis. Et avec l'argent, ils font fonctionner le lobby israélien. Ils financent des campagnes électorales d'hommes politiques américains, notamment au niveau des députés, au niveau des sénateurs, et peut-être même au niveau des gouverneurs, et au niveau même du président Trump lui-même. Et avant lui, le président Joe Biden. Et une fois qu'ils ont financé les campagnes électorales de tous ces gens, en retour, une fois qu'ils sont élus, tous ces gens, en retour, doivent promouvoir la politique israélienne au Moyen-Orient. Et ils doivent continuer de valider, dans la position américaine, cette politique-là. Et il se trouve que les États-Unis, aujourd'hui, financent une partie de l'État israélien, et les États-Unis livrent des armes aux Israéliens pour continuer de se battre, notamment dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et autour. Les Israéliens font cela, non seulement avec leur propre matériel de sécurité, mais aussi avec le matériel américain et avec l'argent américain. Et donc, quand les PAC financent les campagnes électorales des différents hommes politiques américains, ils s'assurent aussi que ces gens, une fois qu'ils sont députés ou sénateurs, ils continuent de voter au Congrès pour le financement à Israël et la livraison des armes à Israël. Israël, à travers l'AIPAC qui finance ces campagnes, achète le vote des membres du Congrès pour continuer à financer et à se faire livrer des armes. Donc, là, on a affaire à une stratégie extrêmement bien ficelée qui fait que finalement, globalement, la totalité de la classe politique américaine est en fait tenue par le lobby israélien. Donald Trump compris. Bon. Si on dézoome un petit peu et qu'on s'intéresse aux raisons spirituelles et religieuses pour lesquelles les Israéliens veulent conquérir tous ces territoires-là. Bon, on a affaire en Israël à un pays qui est dirigé à l'occidental, avec un premier ministre, un président et un parlement. Bon, Benjamin Netanyahou aujourd'hui, c'est le premier ministre. Il dirige avec le parlement qu'on appelle la Knesset. Et politiquement, il continue de promouvoir la colonisation, de permettre la colonisation israélienne autour des frontières d'Israël, etc. C'est validé avec plus ou moins d'accords ou de désaccords par les autres hommes politiques israéliens. Comment Benjamin Netanyahou argumente-t-il pour réussir comme ça politiquement à promouvoir la colonisation? Il dit, ce territoire, il nous appartient religieusement, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ça, c'est fondamentalement le point de départ. Ensuite, il dit, non seulement ce territoire, il est à nous, ce territoire, il est à nous et il nous appartient parce que c'est Dieu qui nous l'a donné et nous sommes les peuples élus à qui ce territoire appartient. Il dit non seulement ce territoire, il est à nous, mais maintenant qu'on est en capacité de coloniser et de récupérer ce territoire, nous avons pour mission de faire arriver l'apocalypse nous-mêmes par nos propres moyens. Et là, on bascule dans ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude du livre de l'Apocalypse. L'argumentaire de Benjamin Netanyahou, c'est de dire nous devons hâter la venue du Messie, alors que dans le livre de l'Apocalypse, le Messie doit venir
de lui-même, parce que la situation est tellement grave sur Terre que seul le Messie pourra la régler. Quand le Messie arrivera, il y aura une situation de désolation, de guerre, de maladie, de destruction de l'humanité, et il sera le seul à pouvoir régler cette affaire. Or, qu'est-ce qui déclenchera comme ça toute cette guerre, tout ce malheur, toute cette maladie, ce désastre qui fait que le Messie sera obligé d'intervenir? Eh bien, avant la venue du Messie, pendant un certain nombre de temps, il y aura eu le travail fait par l'Antéchrist. C'est-à-dire que le premier à venir, avant le Messie, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, dans l'Apocalypse, c'est celui qui se fait passer pour le gentil, obtient l'approbation des foules pendant un certain nombre de temps, jusqu'au jour où il se démasque et redevient le méchant qu'il était censé être, et c'est lui qui provoque la désolation, la guerre, la maladie sur Terre. Et c'est au bout de cette situation qu'ensuite le Messie revient. Eh bien, Benjamin Netanyahou, il argumente à sa propre population, les Israéliens, ceux qui votent pour qu'il soit Premier ministre, il argumente que nous devons provoquer la venue du Messie en provoquant la désolation, les guerres, etc., etc. Mais il faut se souvenir, attention, souvenez-vous, le Messie que les chrétiens reconnaissent, c'est Jésus-Christ. Or, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Donc, quand le Messie reviendra, c'est Jésus-Christ pour les chrétiens, donc quand Jésus-Christ reviendra, si c'est bien Jésus-Christ, les Juifs ne le reconnaîtront pas une deuxième fois comme le Messie. Ils ne l'ont déjà pas reconnu. Ils savent très bien qui est Jésus-Christ, et s'il s'avère que c'est lui, ils ne le reconnaîtront pas. Ils ne l'ont pas reconnu la première fois. Donc, quand les Israéliens et les Juifs disent qu'ils veulent hâter la venue de leur Messie, en fait, ils disent qu'ils veulent hâter la venue de l'Antéchrist. Et donc, ils sont prêts pour cela à participer à la désolation, la guerre, etc., etc., pour préparer le terrain pour la venue de l'Antéchrist. Et donc, pour valider tout ce discours-là, qui n'est pas entendable par la totalité de l'humanité, pour obliger les autres à se soumettre à cette thèse qui est folle, que personne n'accepte, ils ont, les Israéliens, eu besoin de la puissance américaine pour imposer cette vision au monde et notamment au Moyen-Orient. Pourquoi personne n'achète cette thèse? Parce que les Palestiniens, pour une bonne partie d'entre eux, sont musulmans. Donc, ils n'ont pas la même apocalypse et la même eschatologie que les Juifs ou même que les chrétiens. Et les autres sont chrétiens, donc ils n'ont pas non plus la même lecture. Et en plus, il se trouve que dans le monde, les Juifs sont minoritaires. La population juive dans le monde se compte en millions, alors que la population musulmane et la population chrétienne dans le monde se comptent en milliards. Donc on est là dans une situation inextricable. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? Parce que il me semble que nous arrivons à un point de bascule. Aujourd'hui, il y a plusieurs centres d'opération. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a ce qui se passe en Afrique, au Soudan, en République démocratique du Congo. Il y a ce qui se passe à Taïwan. Il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. On arrive donc à une période où une guerre mondiale est tout à fait possible par le jeu des alliances. D'autant plus que Israël cherche à attaquer l'Iran. Israël a déjà cherché à attaquer l'Iran le printemps dernier. Ils ont essayé d'amener les États-Unis à attaquer l'Iran et à donc provoquer une guerre mondiale par le jeu des alliances. Et les États-Unis ont tenté d'apaiser
en essayant de frapper le moins possible sur l'Iran pour pas provoquer la guerre mondiale. Donc on voit qu'Israël, là, tente de faire ça. On voit aussi qu'en Ukraine, les Européens veulent aller en guerre en Ukraine contre la Russie, ce qui nous ferait aussi basculer dans un changement de nature dans cette guerre en Ukraine. Et on ne sait pas très bien ce qu'il adviendra de Taïwan avec la Chine. Donc on voit bien que là, on entre dans une période où, en plus, avec les moyens technologiques que nous avons, avec tout ce qui est le nucléaire, etc., on entre dans une possibilité de guerre totale. Que ce soit en termes de pays ou en termes de matériel. On est sur une guerre qui peut s'avérer être la guerre la pire que l'humanité ait connue. Parce que nous avons les moyens, avec le nucléaire, de tout détruire. Donc c'est là où je veux porter votre attention à quelles sont les origines de ces conflits et pourquoi nous en sommes à cette situation et où est-ce que nous allons. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir et de vous informer. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!